Quel est le parcours de ces femmes? Quand j'étais adolescente, j'ai lu Joséphine Mutzenbacher, l'histoire d'une fille de joie viennoise. L'idée m'est venue de cette façon. Bien sûr, je pensais que j'allais devenir la prostituée la plus célèbre du monde. Il me semblait que ça ne devait pas demander trop de travail. Je ne me voyais pas du tout faire des journées de 8 heures. Je voulais travailler aussi peu que possible et gagner beaucoup d'argent. Voilà plus de 30 ans que Félicitas évolue dans ce milieu. Sa première passe remonte au début des années 70. Je me faisais souvent draguer quand j'allais en boîte. Il faut dire que j'étais très coquette et qu'il y avait des filles qui faisaient le trottoir dans le quartier. Les hommes qui m'accostaient me proposaient des sommes d'argent qui me faisaient rêver. Un soir, je me suis dit, c'est idiot, tu n'as qu'à accepter. À l'époque, j'étais en école d'infirmière et ça représentait la moitié de mon salaire. Donc je me suis lancée. Le client m'a invité à monter dans sa voiture, on est allé chez lui. Voilà comment s'est passée ma première fois. Je me suis débrouillée toute seule, sans souteneur. Pourtant, c'est un milieu vraiment dangereux. J'ai trouvé ça très excitant. Au bout d'un moment, j'en ai eu assez de travailler sur les parkings ou d'aller chez de parfaits étrangers. J'ai donc loué un appartement. J'étais encore très jeune, j'avais 17 ans. Grâce à cet endroit, j'ai pu développer ma clientèle en quelque sorte. Les hommes m'appelaient et venaient directement chez moi, ce qui m'évitait de travailler dans la rue. C'est comme ça que j'ai commencé ma modeste carrière, mais toujours en poursuivant ma formation en parallèle. À un moment donné, j'ai essayé d'exercer un métier normal et tout ce qu'il y a de sérieux. J'avais envie de travailler dans un bureau et d'arrêter tout le reste. Mais j'ai trouvé ça très ennuyeux. L'opinion publique place la prostitution au bas de l'échelle sociale et la considère comme une activité déshonorante. Peu de gens y voient un métier à part entière. Au quotidien, on s'aperçoit souvent qu'on a un ascendant sur les hommes. On fait d'eux un peu ce qu'on veut. Mais en quoi est-ce un métier indigne? Tout le monde fait l'amour, sans quoi l'humanité se serait déjà éteinte depuis longtemps. On vient tous de là. Je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de déshonorant dans mon travail. Un point de vue qui reflète la libération des mœurs dans l'Allemagne du XXIe siècle. On sait pourtant qu'en d'autres temps et en d'autres lieux, les prostituées ont été, et sont encore parfois, victimes de l'acharnement de la police ou des gardiens de l'ordre moral. Quel était leur quotidien il y a plus de 2000 ans? Par exemple, en Grèce, le berceau de la civilisation européenne. Dans l'Antiquité, la sexualité n'était pas considérée comme un péché, mais comme un acte sacré. Les prostituées pouvaient proposer légalement leurs services et payer des impôts. Les collections antiques regorgent de vases ornés d'images très explicites. En Grèce, le commerce sexuel était en effet très naturel. On distinguait d'une part les hétaïres, courtisanes raffinées et cultivées, et de l'autre, les pornets, prostituées plus ordinaires. Néhéra a 12 ans lorsqu'elle est achetée sur un marché aux esclaves par Nicarette, mère maquerelle et esclave affranchie. Elle va lui apprendre tout ce que doit savoir une courtisane en matière d'hygiène et de protection, faire son éducation sexuelle et l'initier aux arts et à la musique. Néhéra devient l'une des hétaïres de l'établissement tenu par Nicarette.
C'est l'un des plus connus de Corinthe, à une époque où la ville passe pour la capitale de la prostitution. Bien qu'elle fasse partie des courtisanes en vue, la jeune fille reste une esclave sans droit et susceptible d'être revendue. Dans l'Antiquité, les rapports charnels et celles qui en font commerce sont déjà considérés comme des marchandises. Néhéra est rachetée par 2 de ses clients réguliers. Mais ne pouvant se mettre d'accord, ils finissent par la revendre à un autre homme. Partie de Corinthe, elle finit par épouser Stéphanos, un Athénien de bonne réputation. Son histoire aurait pu se terminer en conte de fées. Mais ce mariage entre une prostituée étrangère à la cité et un habitant d'Athènes est contraire à la loi. Apollodore, homme public et orateur, attaque violemment Néhéra. Mais il veut surtout se venger du mari de celle-ci, Stéphanos, qu'il a ruiné quelques années auparavant. Stéphanos n'a contracté cette union que par pur intérêt, pour 2 raisons. Tout d'abord, ce mariage lui donnait l'occasion d'avoir à ses côtés une superbe étaïre qui ne lui coûtait rien, et d'autre part, cette femme usait de ses charmes afin de gagner le nécessaire pour nourrir la maison. C'était son seul moyen de subsistance. Stéphanos ne possédait que cette seule maison. Il n'avait pas d'autre moyen d'existence, sinon ce que pouvait me rapporter son métier de sycophante. Si le discours d'Apollodore est parvenu jusqu'à nous, on ignore ce qu'est devenu Néhéra par la suite. Dans la Grèce d'aujourd'hui, les prostituées ayant déclaré leur activité perdent le droit d'exercer si elles se marient. Une mesure qui permet entre autres d'éviter le proxénétisme conjugal. Les maisons closes sont parfaitement légales et les professionnels sont soumises à des visites médicales régulières. Elles paient des impôts et cotisent à la sécurité sociale. Née en Allemagne, Sandra s'est installée à Athènes en 1999 pour échapper à un souteneur violent. Je me prostitue depuis que j'ai 18 ans. Je suis partie très jeune de chez mes parents. Puis je suis tombée enceinte. L'histoire classique, le grand amour. Mais quand je lui ai annoncé ma grossesse, il s'est volatilisé. L'enfant est né. J'ai aujourd'hui 36 ans et je continue à faire ce métier. Depuis, j'ai eu 2 autres enfants. Les services de l'assistance sociale lui ont retiré la garde de son premier fils. Sandra a confié sa fille à sa sœur qui vit en Allemagne, mais elle élève seule son plus jeune fils en Grèce. Il y aurait officiellement 800 prostituées et 300 maisons closes à Athènes. Les femmes exercent le plus souvent seules dans de petits appartements où elles se relaient. Ils sont signalés par une lumière à l'entrée. Actuellement, je travaille dans un minuscule appartement, pas plus grand que cette pièce. Il y a 2 chambres, ce qui permet de recevoir 2 clients simultanément. Je vais dans la première chambre, je m'occupe du premier. Dès que j'ai terminé, je passe au second. Je traverse le vestibule, je dis bonjour. C'est ma propriétaire qui s'occupe de régler les détails pratiques, fellation, pénétration, les différentes positions, et de leur indiquer le tarif, 20 €. Il faut expliquer les choses aux clients qui viennent pour la première fois ou à ceux qui ont trop bu. Quand ils ont pris de l'alcool ou de la drogue, c'est parfois compliqué. En Grèce, le tarif est fixé par la loi. Pour 20 €, on a entre 5 et 7 minutes. Si j'ai besoin de faire appel à la police, ils savent à quoi cela correspond. De toute façon, pour 20 €, il ne faut pas trop en demander. Les premières années, ça se passait très bien, mais c'est de plus en plus difficile. Le marché s'est vraiment dégradé ces derniers temps. Il y a des rues où les filles commencent à 8 €. Vous imaginez.
Quand on vit seul et qu'on a des enfants, qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a pas 36 solutions. Je pourrais cumuler 2 ou 3 boulots normaux, femme de ménage, serveuse, caissière. Mais combien d'heures faudrait-il que je fasse pour nourrir mes enfants? L'argent rapide, lui aussi, a un prix. Il m'arrive de travailler des heures d'affilée, de me faire sauter, comme on dit, par plus de 50 clients à la suite. Et j'ai l'impression qu'il ne s'est rien passé. Je mets mon âme et mon cerveau en veille. Je me vide la tête. Si je ne le faisais pas, j'aurais déjà sombré depuis longtemps. Et puis il m'est arrivé des ennuis. Je me suis déjà fait violer. Je me suis fait violer par 2 Grecs. À l'appartement? Oui. Il m'a fallu 2 ou 3 semaines pour m'en remettre. Mon entourage m'a demandé pourquoi je n'avais pas porté plainte à la police. Mais qu'est-ce que j'irais faire à la police? Je ne suis qu'une prostituée. J'ai déjà eu des problèmes avec les policiers. Ils m'ont même franchement insultée. Alors depuis, je n'ai pas envie de revivre ça. Si c'est pour qu'ils me demandent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait? Sodomie? Sans préservatif? Décris un peu les positions. Ça arrive de se faire violer. Mais la violence psychologique qu'on subit est beaucoup plus grave à mes yeux, que ce soit de la part de l'administration, de la police ou d'autres personnes. Les prostituées ont beau travailler légalement en Grèce, elles ne bénéficient pas d'une grande considération. Le pays est une importante plaque tournante de la traite des femmes en Europe. Un commerce en hausse de 10% sur la dernière décennie. Et la tendance reste à la hausse. Elles viennent pour la plupart d'Europe de l'Est ou d'Afrique. Dans ce dernier cas, elles travaillent toutes dans une même rue d'Athènes. Il n'y a vraiment que des Noirs dans ce coin-là. Elles ont été vendues pour 70 000 € par leurs compatriotes au pays. Une zone de non-droit, où ces femmes sans titre de séjour sont entièrement livrées à des proxénètes. Entrées clandestinement dans le pays, elles n'osent pas se présenter à la police. C'est le visage moderne de l'esclavage. J'ai eu l'occasion de travailler avec des Africaines. Elles faisaient les 3-8 sur le trottoir. Quand elles dormaient ne serait-ce qu'1 heure, c'était déjà trop. Elles devaient gagner le plus d'argent possible, le plus vite possible. On ne leur donnait rien à manger. Je me souviens de l'une d'elles qui avait juste une boule de riz dans un sachet crasseux. Elle en déchirait un coin et grignotait comme ça. Un jour, je lui ai dit « Comment quelque chose à manger ? Une salade pour 5 €. Non, s'ils la prennent, je serai sanctionnée, ça me coûtera 100 €. Alors va voir la police. Je ne peux pas. Si je disparais, ils feront du mal à ma famille. La prostitution forcée. Une façon inhumaine d'exploiter les espoirs de ces femmes attirées par la perspective d'une vie meilleure. Retour dans l'Antiquité, à Rome cette fois. L'existence de Messaline se déroule dans le décor privilégié des palais impériaux. Prostituée, la jeune femme connaît un destin exceptionnel. Mariée à 14 ans, elle devient la 3e épouse du futur empereur Claude et lui donne 2 enfants légitimes. Mais le souverain se désintéresse progressivement de son épouse.
Elle multiplie alors les aventures extra-conjugales. Un demi-siècle après sa mort, le poète satirique Juvénal relate ses expéditions nocturnes dans les bordels. Couvrant ses noirs cheveux d'une perruque blonde, l'auguste courtisane entrait dans un bouge immonde. Là, toute nue, les seins ornés d'or, elle s'offrait à tous, recevant ses visiteurs avec des caresses et leur réclamant salaire. Puis, dans sa lubrique ardeur, elle rapportait l'odeur du lupanar infâme dans le lit impérial. « 2000 ans plus tard, la découverte d'un bordel antique à Pompéi, en Italie, attire les touristes. Voici une couche datant de l'époque de Messaline. Les murs sont garnis d'images suggestives. Chez les Romains, les maisons de prostitution étaient activement fréquentées et portaient le nom de lupanar. Le mot vient du latin lupa, qui désigne à la fois la louve et la prostituée. Les mariages n'étaient pas conclus pour le plaisir, mais pour s'assurer une descendance légitime. Les femmes n'avaient pas l'occasion de vivre une sexualité épanouie. Les hommes, au contraire, pouvaient s'en donner à cœur joie dans les lupanars, où ils ne se privaient pas pour rudoyer les prostituées. L'histoire de Messaline finit tragiquement. À 23 ans, elle commet l'irréparable en épousant l'un de ses amants alors qu'elle est encore mariée à l'empereur. Claude l'a fait exécuter, ainsi que son bien-aimé. Il est impossible aujourd'hui de démêler la part de vérité et de légende dans les récits évoquant le désir insatiable de Messaline et sa vie de débauche. Quoi qu'il en soit, la figure de la prostituée par plaisir reste l'un des grands fantasmes masculins récurrents à toutes les époques. Et l'une des idées reçues attachées à ce métier, généralement qualifié d'obscène, d'immoral et de dégradant. Je n'en ai pas trop souffert dans mon travail. Mais c'est un métier entouré de préjugés et il faut faire avec. On ne peut pas tellement en parler à son entourage. Il existe beaucoup de légendes et d'a priori au sujet de la prostitution. On est très vite catalogué. Felicitas a décidé de lutter contre ces préjugés. En 1997, elle a ouvert à Berlin, près de la grande avenue du Kurfürstendamm, son propre établissement, le café Psst, ce qui veut dire chut. Refusant le terme de bordel, elle préfère parler d'un lieu de rencontre pour adultes et veut prouver que la prostitution a sa place dans la société dès lors qu'elle se passe dans des conditions humaines. Dans son établissement, les rencontres se font sans contrainte. Les chambres sont situées dans l'arrière-cour. Une fois qu'elles ont été payées par leurs clients, les femmes reversent à Felicitas le prix de la location de la chambre. Les règles sont claires. Toute violence est prohibée. Le respect des femmes est de rigueur. Felicitas ne se contente pas de vendre du sexe. Elle affirme qu'elle vend de l'amour. Vendre de l'amour, c'est tout de même plus joli. Le mot sexe a toujours l'air un peu vulgaire et réducteur. Tout ce qui précède la relation sexuelle joue également un rôle important, que ce soit pour l'homme ou pour la prostituée. Personnellement, je n'aime pas qu'un client me dise « tu montes avec moi comme ça, de but en blanc ». J'ai envie de me faire un peu courtiser. Et c'est plus agréable pour les hommes aussi. Ces préliminaires-là donnent l'occasion de dire quelques mots doux, d'aborder des problèmes et des questions intimes. Bien sûr, il faut qu'elles prennent garde à ce que la conversation ne devienne pas trop privée, parce qu'ils risquent de perdre l'envie de sexe. C'est un exercice d'équilibriste. En fin de compte, le client vient ici pour passer un bon moment. Et selon moi, c'est plus que la simple pénétration. Il y a autant de prostituées différentes que de clients différents.
Chacun peut trouver chaussure à son pied. Le client moyen qui nous rend visite vient pour faire un bon repas et pour passer une soirée agréable. Il veut se changer les idées, il cherche une certaine convivialité et le clou de la soirée pour lui, c'est une relation sexuelle agréable. Nos clients sont généralement des célibataires. Beaucoup viennent quand ils ont envie de faire l'amour sans se donner le mal de draguer une inconnue. Et ils trouvent leur bonheur chez moi. En 1999, la ville de Berlin a tenté de fermer l'établissement de Felicitas, jugeant que la prostitution s'y pratiquait trop ouvertement dans ce quartier résidentiel. Bien que tolérés, les maisons closes et les établissements de rencontres se trouvaient dans une zone floue d'un point de vue juridique. Il y avait surtout un enjeu politique. Les autorités ont voulu se faire bien voir et se sont dit « On ne peut pas laisser quelqu'un faire du racolage aussi ouvertement. Il faut intenter une action en justice contre cette personne. Sans quoi, nos adversaires politiques nous reprocheront de n'avoir rien fait pour fermer une maison close. » D'autres établissements plus discrets n'ont jamais eu de problème. On les laisse tranquilles. Tout le monde sait où se trouvent les maisons closes, seulement les autorités font comme si elles ignoraient leur existence. Mais personne n'a envie d'avoir dans son voisinage un lieu de rencontre pour adultes. Felicitas est donc accusée d'encourager la prostitution. Selon une loi datant de 1871, ceci équivaut à du proxénétisme et est passible de sanctions. En outre, la prostitution est considérée comme une activité contraire aux bonnes mœurs et illicite. On a voulu fermer mon café parce que mon activité était un peu trop visible. Je me suis défendue et j'ai eu beaucoup de chance. Au cours du procès, le juge a estimé qu'il était nécessaire de redéfinir les termes contraires aux bonnes mœurs, selon des critères plus actuels. Tout ce qu'ils avaient trouvé pour justifier la fermeture de mon café, c'était de me reprocher d'encourager une activité immorale. C'était le seul chef d'accusation retenu contre moi. Je me suis dit, mais qu'est-ce que cela veut dire, contraire aux bonnes mœurs? Et qu'est-ce que j'ai fait de mal? Les prostituées ont souvent eu affaire à la justice. Mais en 1472, c'est l'une d'elles qui initie une procédure judiciaire, à une époque où le commerce de la chair est fortement réprouvé par l'Église. Anna Dulm vit à Nördlingen, dans le sud de l'Allemagne. Elle est une belle fille, c'est ainsi que l'on appelle les prostituées. Jouant un rôle de faire-valoir, elles sont invitées aux fêtes données par les seigneurs locaux, mais sont toutefois stigmatisées comme des femmes lubriques. Bien qu'elle bénéficie de protection, Anna vit à l'écart de la société, dans une maison de femmes, c'est-à-dire un bordel. Pour sortir, la loi lui impose le foulard jaune, indiquant sa profession. Comment arrive-t-on à la prostitution au Moyen-Âge? Généralement par détresse économique. Les filles de joie sont souvent des orphelines ou de jeunes veuves nécessiteuses. Des pères dans le besoin vendent parfois leurs filles pour survivre. À cette époque, les femmes n'ont aucun droit et passent leur vie sous tutelle masculine. L'Église du Moyen-Âge incite l'homme à se méfier du sexe faible. Dans leurs sermons, les pères de l'Église martèlent que la femme est responsable du péché originel. Le désir est un péché. L'homme se doit d'être chaste, et les relations sexuelles ne sont autorisées que dans le but de procréer. Le clergé condamne durement les rapports tarifés, assimilés à la luxure. Mais les pulsions masculines sont plus fortes que les dogmes, et les viols sont fréquents. L'Église et les autorités municipales finissent par se mettre d'accord pour contrôler la prostitution, afin de préserver l'ordre public. C'est ainsi que les premières maisons de femmes voient le jour. Circonscrite à des lieux identifiables, la prostitution devient plus facile à contrôler, mais elle reste qualifiée d'immorale. Les archives de la ville de Nördlingen témoignent du quotidien des maisons closes locales. On y trouve par exemple un règlement intérieur qui fixe la conduite des femmes et celle des tenanciers de bordel, mais aussi le dossier du procès d'Anna. Anna connaît ses droits.
et sait qu'elle peut intenter une action en justice. Elle se rend à l'hôtel de ville pour accuser le tenancier de sa maison close et sa femme qui enfreignent allègrement le règlement intérieur. Voici ce qu'elle déclare. Le tenancier me contraint à gagner de l'argent à des moments inconvenants. Entre autres, la nuit du samedi au dimanche, où nous devrions honorer la très sainte mère. Le tenancier et sa femme nous forcent à gagner de l'argent à des moments inconvenants. Comme la nuit du samedi au dimanche, où nous devrions honorer la très sainte mère de Dieu au lieu de nous livrer à un tel commerce. Mais aussi lorsque nous avons nos saignements. Nous ne sommes que de pauvres filles de joie et nous voyons nos dettes augmenter jusqu'à ne plus pouvoir les payer. Le tenancier extorque des sommes considérables à ses pensionnaires pour leur habillement, leur logement et leur repas. Il les tient à sa merci par les dettes et les oblige à travailler, même pendant leurs règles. En l'absence de clients, elles doivent réaliser des travaux de tissage. Celles qui n'obéissent pas sont frappées à coups de nerfs de bœuf. Parmi les membres du conseil municipal se trouvent plusieurs clients d'Anna. La jeune femme obtient gain de cause. Le tenancier est chassé de la ville. Mais l'étiquette d'immoralité restera accolée à la prostitution jusqu'au XXIe siècle. Retour à l'an 2000. À son tour, Felicitas gagne son procès et réussit à empêcher la fermeture du café Pst. Un verdict important pour la prostitution en Allemagne. Prostitution nicht sittenwidrig. Heute entschied das Verwaltungsgericht, Prostitution verstößt grundsätzlich nicht mehr gegen die guten Sitten. Das Bordell darf bleiben, urteilte das Verwaltungsgericht. C'est une petite révolution dans ce pays à forte tradition chrétienne. Depuis, une loi sur la prostitution a vu le jour en 2002. Désormais, les travailleuses du sexe cotisent à la retraite et à l'assurance maladie. Elles peuvent engager une procédure de recouvrement si un client refuse de les payer. Est-ce l'annonce de jours meilleurs? Ce qui a changé avant tout, c'est que les femmes sont beaucoup plus sûres d'elles. Elles peuvent déclarer leur activité, elles doivent même la déclarer, ce qui n'était pas le cas avant. Elles craignaient les contrôles, la plupart travaillaient au noir et avaient peur qu'on découvre leur activité. Par conséquent, ce métier paraissait un peu suspect. Maintenant, elles sont beaucoup plus en confiance et peuvent dire ouvertement qu'elles exercent le métier de prostituée. Je crois qu'elles se sentent plus à l'aise dans leur travail. En Italie, la situation est tout autre. Les maisons closes sont interdites depuis 1958, tout comme la prostitution sur le trottoir, le racolage et bien sûr les actes sexuels sur la voie publique. Les prostituées et leurs clients sont passibles de lourdes amendes. Pia, dans le métier depuis plus de 30 ans, préside le comité pour les droits civils des prostituées. Quand j'ai commencé dans les années 70, il n'y avait pas beaucoup de concurrence en Italie. Et le marché se portait bien. Ça me semblait un travail idéal pour moi. Agréable et pas trop difficile. J'avais 23 ans quand j'ai débuté, après avoir occupé plusieurs emplois. On était juste après 1968. C'était l'époque de l'amour libre et il paraissait tout à fait normal d'avoir des relations sexuelles librement et gratuitement.
Mais tant qu'à faire, je me disais que ce serait encore mieux d'être rémunérée par ces hommes qui adoraient faire l'amour et qui m'invitaient à dîner en s'attendant parfois à ce que la soirée se termine au lit. J'ai pensé que je pourrais en tirer parti et que ça me permettrait d'aller dîner seule ou avec une amie. C'est pour ça que je me suis lancée. C'était facile et ça me plaisait. À l'époque, il suffisait de travailler une nuit ou une journée par semaine pour avoir une bonne qualité de vie. Comment assumer ce mode de vie dans un pays fortement marqué par sa tradition catholique? Notre gros problème, c'est le Vatican. La religion fait peser une pression terrible sur nous. J'ai une amie prostituée qui en a beaucoup souffert et elle s'est suicidée. Elle était catholique, comme beaucoup de femmes de mon âge. Elle avait fait tout ce qu'elle pouvait pour gagner sa vie et nourrir ses enfants. Mais parce qu'elle se prostituait, elle culpabilisait vis-à-vis de sa mère, de sa famille et de la bonne morale de la société. Elle avait le sentiment de faire quelque chose de mal du point de vue de sa religion. Il règne en Italie une certaine hypocrisie. La prostitution est jugée sale et immorale. Pourtant, le nombre de clients ne cesse d'augmenter. On préfère se voiler la face devant le phénomène. Notre ministre a présenté un projet de loi sur la prostitution. Mais c'est un texte qui vise surtout à nettoyer les rues, afin qu'il n'y ait plus de travailleuses du sexe sur le trottoir. Il n'aborde pas les autres problèmes. La misère et la prostitution peuvent perdurer tant qu'elles sont invisibles. Parce qu'elles ne sont pas très décoratives. Aujourd'hui, vu l'état du marché, il nous faudrait des lois comme celle de l'Allemagne ou des Pays-Bas pour réglementer, mais surtout pour légaliser les activités des travailleuses du sexe et leur donner des droits. En Italie, on ne veut pas le faire. Les préjugés moraux sont considérables et la société ne s'est pas améliorée depuis 20 ans, bien au contraire. Il y a beaucoup de préjugés et de simplification dans l'esprit des gens. Pas question d'importuner les touristes en laissant des péripatéticiennes arpenter les rues de Venise. À l'intérieur des monuments historiques, pourtant, elles sont omniprésentes, mais d'une autre façon. Dans le célèbre palais des Doges, il est impossible de les ignorer. Les tableaux les montrent en compagnie de membres de la noblesse, de dignitaires de l'Église et même du monarque Henri III. En 1574, le roi de France fait un séjour à Venise. La ville l'accueille avec un festin de 3000 convives, parmi lesquels se trouvent de nombreuses filles de joie. Henri III s'intéresse particulièrement à Veronica Franco, la plus connue des courtisanes vénitiennes. Le ciel punit les femmes plus durement que les hommes, car celles-ci ne ressentent dans l'amour que douleur. Leur nature, si faible et docile, n'est pas de taille à résister à la puissance du fils de Vénus. Ces vers sont de Veronica Franco. Instruite en philosophie, la courtisane a des lettres et du répondant. Elle a appris l'art de l'amour corporel auprès de sa mère, elle-même courtisane, et sa clientèle se compose exclusivement d'hommes riches et puissants. Un employé de l'administration, dit-on, ne pourrait même pas s'offrir un baiser de la jeune femme. Il lui en coûterait 6 mois de salaire. Veronica appartient à la classe privilégiée et vit dans un palazzo. Selon une loi vénitienne, les courtisanes se doivent de donner une bonne image de la ville. Vers la fin du XVIe siècle,
Venise compte près de 12 000 prostituées, soit un dixième de la population. La plupart d'entre elles sont pauvres et travaillent à la sauvette dans des ruelles sombres. Veronica compte de nombreux hommes célèbres parmi ses amants, notamment le peintre Jacopo Tintoretto, le Tintoret. Elle entretient avec lui, comme avec Henri III, des échanges épistolaires. Cette correspondance sera publiée sous le titre « Lettres familières ». Elle compose en outre des sonnets, ce qui est inhabituel pour une femme de son époque. Le Tintoret immortalise la courtisane dans un tableau. Mais ce succès fait des envieux, et des rumeurs se propagent sur le compte de la jeune femme. Elle pratiquerait la sorcellerie et serait atteinte de ce que les Italiens appellent le mal français, la syphilis. Victime de calomnies et d'intrigues, elle doit pour finir se retirer dans un quartier malfamé où elle mourra du typhus, ruinée et âgée seulement de 46 ans. Peu de temps auparavant, elle écrivait « Se voir dépossédée en un jour de tout ce que l'on a patiemment acquis au prix de tant de risques et d'outrages, et finir atteinte de maladies atroces et contagieuses. Y a-t-il misère plus grande ? La syphilis déferle sur l'Europe. Dans l'opinion populaire, les prostituées sont à l'origine de l'épidémie. En réalité, ce sont Christophe Colomb et ses hommes qui l'ont rapporté de leurs expéditions. Aujourd'hui encore, on associe facilement les maladies sexuellement transmissibles à la prostitution. Le sida, depuis les années 80, mais aussi la syphilis, qui connaît une recrudescence. Quand j'ai débuté, on ne parlait pas encore du sida et on travaillait généralement sans protection. Il est difficile d'imposer le préservatif quand de nombreux clients veulent des sensations authentiques. Actuellement, les tarifs sont particulièrement bas à Berlin. Beaucoup de filles proposent des rapports non protégés pour pouvoir gagner de quoi vivre. Les petites annonces mentionnent souvent « fellation naturelle complète ». On sait ce que ça veut dire. À côté de celles qui proposent ce genre de choses, on peut imaginer combien de femmes sont obligées de travailler dans ces conditions. Neera, Veronica, Sandra, Felicitas, Pia. L'histoire d'un métier privé de reconnaissance, de l'Antiquité à nos jours. Face au mépris de la société, comment préserver son amour-propre ? Je trouve qu'on mériterait un peu plus de considération. On ne demande pas une médaille pour ce qu'on fait, simplement du respect. Notre métier n'a rien de répréhensible. On n'a pas idée de ce qu'on voit et ce qu'on entend jour après jour. Personne ne sait comment les gens se comportent avec nous. Je dis souvent que je préfère 1000 fois vendre mon corps plutôt que mon âme. Mais peut-on vraiment séparer l'âme et le corps ? Les prostituées peuvent-elles se détacher de leur travail ? Comment perçoivent-elles le jugement réprobateur de la société ? Cette condamnation morale de la prostitution vient des hommes, car ils ne tiennent pas à ce qu'il y ait trop de prostituées et comprennent l'habitude de monnayer des services sexuels. Pour eux, le sexe gratuit est un droit que les femmes doivent leur accorder. Que
Que cherchent les hommes auprès des prostituées? Une passe rapide? Une sensation de pouvoir? Une intimité particulière? Un peu d'amour? En France, comme en Italie, les prostituées se font discrètes. Les maisons closes et le racolage actif sont interdits. Depuis 2003, la loi punit même le racolage passif, puni de 3 750 € d'amende. Les professionnels travaillent surtout dans des appartements ou des hôtels. Donc moi je suis escort girl. Je reçois un appartement, je me déplace. En fait, une prostituée, elle va pas prendre son temps, elle va faire ce qu'elle a à faire. Et puis une escort girl, elle prend son temps, on fait attention aux clients. Ça va au-delà de l'acte sexuel en fait. Une semaine normale, je fais à peu près 3 clients par jour, 2-3 clients par jour, ce qui me fait 600 € par jour à peu près. Ce qui me fait 4200 € la semaine, à peu près, entre 4000 et 5000 la semaine. Ça, c'est une semaine vraiment où il n'y a pas beaucoup de monde et tout. Sinon, il y a des semaines où je peux aller jusqu'à 10 000, 15 000, facile. La jeune fille préfère témoigner de façon anonyme, car sa famille ignore tout de ses activités. Nous l'appellerons Sania. Minimum, j'envoie 500 € par semaine à ma mère. Et 500 € par semaine, même par mois, pour quelqu'un qui travaille normalement, c'est pas possible. Et puis on m'a jamais demandé non plus comment je faisais pour l'avoir. On m'a jamais dit... On m'a jamais demandé si l'argent que je leur envoyais, j'en ai pas besoin. On m'a jamais... on n'a jamais fait attention à moi, en fait. Attention à ce que moi, je voulais. À ce que moi, j'avais besoin, en fait. C'est toujours ce qu'eux, ils ont besoin. Surtout ma mère. De ses 7 frères et sœurs, Sania est la seule à être montée à Paris. La capitale lui garantit l'anonymat et une clientèle inépuisable. Mes clients favoris, je les trouve sur les Champs-Élysées. C'est mes clients favoris, je dis la nationalité, les origines. Les Saoudiens, les Anglais, oui. Je m'installe à un café. En général, ils viennent pas trop nous aborder, parce qu'ils viennent avec leur famille, tout ça. Donc c'est des gens assez discrets. Donc moi j'ai des cartes de visite et puis je les regarde, ils me regardent et puis c'est surtout avec les yeux en fait, c'est surtout dans le regard qu'on voit. Puis moi je leur laisse ma carte et puis ils me rappellent. Mais ce qui m'énerve, c'est que c'est un client qui vient me voir, on fait ce qu'on a à faire, on passe notre rendez-vous et tout, puis à la fin du rendez-vous, il me dit « Mais pourquoi tu fais ça? Tu devrais arrêter et tout. » Enfin, ça, moi je comprends pas, celui qui me dit... Enfin, celui qui me dit ça, vraiment, il m'énerve. Et il me fait même pas réfléchir, Au contraire, tout ce que j'ai envie, c'est qu'il s'en aille. Il se trouve toujours des excuses, les clients, quand ils viennent me voir, en plus. Ma femme, elle veut plus faire l'amour, j'ai besoin de décompresser, je travaille trop. Enfin, des excuses... C'est pas des excuses pour moi. Je veux dire... qu'est-ce qu'ils disent encore? Qu'est-ce qu'on m'a dit encore? Oui, je me suis mariée trop jeune. J'aime pas ma femme, je l'ai jamais aimée. Ça, par contre, ça m'énerve. Je veux dire... déjà, le fait qu'ils me donnent des excuses, ça m'énerve. Parce que je leur demande rien. Que disaient les clients du XVIIIe siècle lors de leurs rendez-vous galants? On l'ignore. En revanche, on sait qu'ils avaient des demandes très précises. Ce soir, sur les 5 heures, je me rendrai chez vous par la porte de derrière, du Joli et le boudoir aux glaces. J'irai chez vous après le spectacle. Je veux avoir Julie, Rosette et Eulalie. Qu'elles soient en petit déshabillé du matin. N'oubliez pas d'avoir des plumes de paon.
pourrait aujourd'hui soupçonner le passé sulfureux de ce banal immeuble parisien? Il a pourtant abrité l'un des plus fameux bordels de la capitale, celui de Madame Gourdan. Dans le Paris du XVIIIe siècle, Marguerite Gourdan, surnommée la Petite Comtesse, est une célébrité. Sa maison passe pour être l'une des meilleures et des mieux tenues. Elle reçoit chaque jour de nombreuses lettres de clients qui lui font part de leurs souhaits. Après sa mort, sa correspondance est publiée de façon anonyme sous le titre « Le portefeuille de Madame Gourdan ». On ignore toutefois s'il s'agit réellement des lettres originales. Ce qui est certain, c'est que Madame Gourdan a vraiment existé et qu'elle aurait certainement eu beaucoup d'histoires croustillantes à raconter. Les lettres publiées nous donnent un aperçu du Paris galant du XVIIIe siècle. Voici par exemple celle d'une Mademoiselle Marianne. Madame, vous saurez donc que j'avons 17 ans et qu'un grand enjôleux de filles de ces gardes du corps m'avons fait un enfant l'année passée. Je ne savons que devenir. Mes parents ne voulions plus de moi chez eux. Un de ces gardes du corps à qui je me suis adressée m'avons dit en me donnant votre adresse que vous étiez une brave dame qui prenions pitié des pauvres filles. Des pères de famille s'adressent aussi à la Gourdan. Ma fille aura sous peu 14 ans. Si vous y avez convenance, nous pourrions faire affaire. La petite se laisse facilement amadouer. Moyennant quelques friandises et cajoleries, elle fait tout ce que l'on veut. Parmi les jeunes paysannes qui proposent leur service à la mère Macrel, il y a notamment une certaine Mademoiselle Lange, qui fera plus tard parler d'elle sous le nom de Madame du Barry, lorsqu'elle deviendra la maîtresse de Louis XV. Bon nombre de femmes célibataires vivent alors de la prostitution. Certaines y voient un moyen de côtoyer des hommes riches et de trouver un bon parti. Le plus vieux métier du monde est florissant, même s'il garde mauvaise réputation. Puisque l'Église n'a pas réussi à venir à bout de la prostitution, c'est la police qui prend le relais. Avec une crédibilité limitée, puisque la cour du roi fourmille de maîtresses. Madame Gourdan ne craint rien, grâce au bon rapport qu'elle entretient avec les forces de l'ordre. En outre, c'est une femme d'affaires avisée. Elle sait que ses filles constituent son capital et leur transmet ses vastes connaissances en matière d'hygiène et de protection. C'est un savoir essentiel dans le métier, une question de survie. Dans l'Antiquité déjà, on partageait astuces et conseils, des tisanes aux teintures en passant par les injections vaginales. De fait, les grossesses non désirées sont rares parmi les prostituées du XVIIIe siècle. L'ancêtre du bidet voit le jour à cette époque. Madame Gourdan s'assure d'avoir en permanence un stock suffisant de redingotes anglaises. Les nouveaux préservatifs en boyaux d'animaux viennent en effet d'outre-Manche. Auparavant, on utilisait des petits sacs en lin à l'efficacité très limitée. Ces godemichets, creux et munis d'une ouverture à l'extrémité, sont également très prisés. Madame Gourdan les distribue par correspondance en véritables femmes d'affaires. Sa clientèle est notamment composée de religieuses et de mères supérieures. Plusieurs musées présentent aujourd'hui des exemplaires originaux de ces accessoires, retrouvés dans des abbayes. Mais l'accession au trône de Louis XVI marque un changement d'époque. C'est la fin des festivités à répétition, le retour progressif de l'ordre moral dans le royaume. Les affaires de Madame Gourdan déclinent peu à peu. Elle meurt en 1783, peut-être victime d'empoisonnement. Comment Sania ressent-elle son travail? Je me suis jamais sentie seule en faisant ce travail en fait. Ça dépend des clients, mais en général, c'est des gens, ils sont humains. Enfin, quand ils me parlent,
c'est très rare quand même manquer de respect dans le travail. Et il y a même des fois où on manque plus de respect dans ma vie personnelle, en rencontrant des hommes dans ma vie personnelle, que dans mon travail. Ce qui me fait mal, c'est quand un client il vient et qu'il me parle pas, qu'il me traite comme un objet, quoi. Enfin, qui vient et qui me dit bonjour et qui me regarde et qui fait ce qu'il a à faire et qui s'en va. Ça me fait mal. Le sexe vite consommé contre de l'argent vite gagné? S'agit-il de cela? Moi personnellement, j'ai jamais changé mes pratiques, mais quand je vais voir des annonces, des fois je suis choquée, des fois même. Au prix auquel elles font et toutes les pratiques qu'elles font en plus de moi, je trouve que c'est sale. Enfin, c'est peut-être méchant ce que je dis, mais je trouve que c'est sale. Pour de l'argent, aller au-delà de ses limites, c'est nul. Outre-Manche, la situation est presque identique. La prostitution et le racolage sont interdits sur la voie publique en Grande-Bretagne. À huis clos, en revanche, tout est permis. Les prostituées exercent donc en intérieur. Elles ne peuvent pas être plus de 2 dans un même appartement, sans quoi l'endroit est qualifié de maison close, ce qui est illégal. Et pour faire connaître leurs services, elles utilisent les cabines téléphoniques. Catherine et Jess travaillent ensemble dans un de ces appartements. Catherine, britannique, préfère témoigner à visage caché. Dans une vie antérieure, elle était femme d'affaires, mais le surmenage a eu raison de cette première carrière. Jess vient de New York. Aux États-Unis, la prostitution est interdite dans la quasi-totalité des États. Je suis prostituée et maîtresse dominatrice. Ça fait 8 ou 9 ans que je fais ce métier. Je propose un mélange de sexe vanille, c'est-à-dire conventionnel, et de BDSM, bondage, domination et sadomasochisme. Certains clients cherchent une relation sexuelle classique. D'autres veulent uniquement être attachés et frappés. Et d'autres encore demandent les deux. C'est très variable. Dans un contexte BDSM, j'accepte aussi des rapports sexuels conventionnels, contrairement à beaucoup de spécialistes du sadomasochisme. Je suis maîtresse dominatrice et je fais partie de celles qui ne proposent que des prestations BDSM, sans sexe génital. Principalement parce que je suis en couple avec un homme depuis quelques années. Bien que je n'ai pas de rapport sexuel avec mes clients, je me considère quand même comme une travailleuse du sexe. Je les amène à l'orgasme et ils éjaculent grâce aux situations que nous mettons en scène ensemble. Les maîtresses dominatrices et les spécialistes du sadomasochisme connaissent actuellement un grand succès. Comment j'ai débuté? Je vivais à New York, où je faisais un boulot très ennuyeux dans la publicité. Je rédigeais des manuels de formation à la vente destinés aux employés. Ce qui m'intéressait, c'était plutôt la sexualité et l'identité sexuelle, ce genre de sujet. En parcourant les petites annonces coquines sur New York, je suis tombée sur une demande de modèle spécialisée dans le fétichisme du pied. J'ai donc commencé dans ce domaine. Et j'ai gagné beaucoup d'argent simplement en laissant des hommes me toucher les pieds en leur marchant dessus. Puis je me suis replongée dans les petites annonces. Il y avait une salle de domination, ou plutôt un donjon, c'est le nom, qui cherchait une maîtresse dominatrice. J'ai présenté mon CV, passé un entretien, et commencé à travailler là alors que je n'y connaissais rien. Je vais vous montrer. Le client se penche en avant, vous lui baissez son pantalon et vous lui tapez les fesses comme ça. Ça claque avec un joli bruit. Et ça laisse des petites marques rouges en forme de main.
Je suis venue à Londres pour suivre mon ami qui est britannique. Ça fait 4 mois que je suis ici et tout se passe bien. Je me plais beaucoup à Londres. Et j'adore les Britanniques. Ils sont à la fois tellement coincés et ouverts à tout. Pour un boulot à base de châtiment corporel, le Royaume-Uni est l'endroit idéal. Oui, c'est une vieille tradition dans ce pays. Londres est réputée pour être la capitale mondiale du fétichisme, lié au milieu sadomasochiste. Pourtant, le droit pénal britannique interdit les comportements provoquant des blessures corporelles, même entre adultes consentants. En général, je ne me limite pas à des séances d'1 heure. Avec certains clients, ça peut durer 3 ou 4 heures. Je dois dire qu'un client par jour, ça me suffit. Si ce sont des courtes séances, je peux en faire 2 ou 3, mais pas plus, parce que c'est épuisant. Je suis censée faire la loi à chaque instant pendant tout le rendez-vous. C'est moi qui donne les ordres, qui attache le client et ainsi de suite. Lui, il reste passif et soumis. Ça vient d'Allemagne en fait. Voilà, c'est ma baguette magique. Un modèle de 1920. On attache différents accessoires au bout. Le courant passe à travers mon corps, ce qui fait que je n'ai qu'à toucher ma victime pour faire jaillir des étincelles de mes mains. C'est super. Il y a aussi ce martinet électrique qui produit des étincelles quand on le manipule comme ça. C'est mon nouveau jouet. Ce métier a de bons côtés. Je me suis habituée à ce qu'on me dise que je suis superbe et que j'ai un corps magnifique. Ce genre de compliments, c'est le quotidien de mon travail. Mes clients sont très gentils avec moi. C'est agréable. Je sais bien en réalité que j'ai quelques kilos en trop et un physique ordinaire. Mais je sais aussi que je suis vachement sexy. Il y a des aspects moins évidents, même si la plupart de mes proches savent ce que je fais. Quand vous travaillez dans un bureau, vous pouvez raconter vos petits ennuis. J'avais des envois à faire, il y avait un bourrage papier dans la photocopieuse, la machine à affranchir ne fonctionnait pas. J'ai dû faire une centaine d'enveloppes. D'ailleurs, j'ai encore le goût de la colle sur la langue. C'était urgent et tout le monde paniquait. On peut raconter ce genre d'anecdotes, ça ne choque personne. Dans notre travail, les petits soucis du quotidien sont soit des choses que mes amis n'ont pas envie de savoir, soit des détails que je n'ai pas envie de leur confier. Du style, j'avais sa queue dans ma bouche, mon poing entre ses fesses. Je ne tiens pas à ce qu'ils m'imaginent en situation pendant qu'on prend un verre ensemble. J'ai senti sa colonne vertébrale. Il y a aussi la question de l'anonymat, même si j'assume tout à fait mon métier. Je le trouve très gratifiant et presque tout mon entourage est au courant de mes activités. Mais si ça ne plaît pas à mon voisin et qu'il décide d'écrire sale pute sur ma fenêtre ou de déverser des crottes de chien dans ma boîte aux lettres, je ne peux rien contre ça. Dans ce cas, la fierté et la satisfaction que m'apporte mon travail ne m'aident pas. Les prostituées ne doivent pas seulement composer avec le mépris de la société. Elles vivent aussi dangereusement. À l'automne 2006, le Royaume-Uni est secoué par une série de 5 meurtres visant des prostituées qui rappellent l'affaire Jack l'Éventreur, vieille de plus d'1 siècle. Actuellement, comme à l'époque victorienne, les prostituées travaillent sur une zone géographique très étendue. Elles doivent prendre leurs décisions rapidement, sans négocier, parce qu'elles ont peur de voir apparaître la police à tout instant. Il y a une parenté avec les meurtres de Jack l'Éventreur. À l'époque, dans l'East End, il régnait le même climat de répression vis-à-vis de la prostitution. Londres, septembre 1888. Annie Chapman est la 2e prostituée victime de Jack l'Éventreur. Les journaux regorgent de détails sensationnels et les londoniennes décident de s'armer. Annie Chapman a d'abord été mariée. Son époux était cocher et assurait au couple un niveau de vie correct. Mais après la mort d'un de leurs enfants, ils se séparent et Annie s'installe seule à Londres, complètement démunie. Elle échoue dans le quartier de l'East End, comme tous ceux qui cherchent du travail n'en trouvent pas. Pour les femmes, le quotidien est particulièrement difficile. La plupart d'entre elles n'ont même pas de quoi louer une chambre.
elle passe la nuit dans des dortoirs payants où logent de nombreux autres pensionnaires. Annie tente de gagner sa vie en collant des étiquettes sur des boîtes d'allumettes ou en faisant des travaux de couture et de crochet. Mais elle est trop maladroite. Pour survivre, elle commence à faire le trottoir. Du point de vue des valeurs morales victoriennes, la prostitution est synonyme de dépravation. Les bordels sont fermés et les filles de joie arrêtées. Elles sont réduites à travailler clandestinement, seules dans les ruelles obscures. « 7 septembre 1888. Annie Chapman souffre de tuberculose et d'un début d'inflammation des tissus cérébraux. Malgré tout, elle doit aller travailler. Son argent lui sert entre autres à acheter de quoi noyer ses soucis. Elle a l'habitude de se rendre au pub Ten Bells pour se réconforter. C'est ici qu'elle est aperçue vivante pour la dernière fois. Son amie Amelia Palmer déclare plus tard à la police. Elle m'a semblé tout à fait sobre. Je lui ai demandé « Tu vas à Stratford ce soir ?» Elle m'a répondu « Je me sens trop malade pour faire quoi que ce soit. » Quand je suis revenue, 10 minutes plus tard, elle n'avait pas bougé. Elle a fini par dire « Ça n'a pas de sens. Il faut que j'aille gagner de l'argent pour payer ma nuit. » En fin de soirée, un homme élégant l'aborde dans la rue. Un dernier client qui permettra à Annie de payer sa place au dortoir public. L'immeuble du 29 Hanbury Street compte 17 appartements, mais personne n'a rien entendu. Jack l'éventreur tuera 3 autres victimes. À ce jour, son identité demeure encore un mystère. Violence et prostitution, 2 phénomènes qui sont souvent liés, y compris dans les rapports entre les femmes et leurs souteneurs. Moi, j'ai pas commencé par plaisir du tout. Alors, j'ai commencé à 18 ans, j'étais très influençable. Et donc moi, je viens d'une petite ville de province. Donc je suis arrivée à Paris, je connaissais personne. J'ai rencontré des gens qui étaient gentils. Je pensais qu'ils étaient gentils. Et puis qui du jour au lendemain m'ont forcé à faire ça en fait. Et puis, comme j'étais naïve, j'étais bête, ils me menaçaient sur beaucoup de choses en me disant qu'ils allaient me balafrer le visage ou bien aller voir quelqu'un de ma famille. Puis en fait, j'ai commencé comme ça. Pardon. Et puis voilà, et puis donc je faisais ça, en fait je le faisais pas pour moi en fait, je le faisais pour quelqu'un. J'avais rien. Sania part en Suisse pour échapper aux hommes qui la forcent à se prostituer. Là, elle travaille comme serveuse pendant 3 mois, avant de retourner sur le trottoir. Parce que quand on fait ce métier-là, quand on commence, en fait, il y a tellement d'argent, on voit tellement d'argent, que de se dire d'aller travailler pour 1000 ou 1500 euros, en un mois, c'est pas possible. Enfin, pour moi, en tout cas, c'était pas possible. J'ai essayé, j'ai travaillé pendant quelques temps quand même, mais au final, on revient toujours dans l'escorting, en fait.
L'attrait de l'argent rapide n'explique pas tout. Sania veut aussi affirmer son indépendance. C'est la revanche, la liberté, l'indépendance, c'est surtout la revanche. Surtout la revanche. Parce que les gens qui m'ont fait ça, je les ai revus. Enfin, les gens qui m'avaient... je les ai revus plusieurs fois. Et c'est une revanche, quand je les vois, ben, j'ai la tête haute et... je parle avec eux, hein. Je leur parle et tout. Sania était très amoureuse de l'un de ces hommes. C'était de l'amour, mais vraiment de l'amour. Et des fois, je me demande comment j'ai pu l'aimer et tout, avec le mal qu'il m'a fait. Puis ça, je sais pas, ça devient une habitude, enfin, quand on passe beaucoup de temps avec quelqu'un. Enfin, j'étais obligée d'aimer quelqu'un, de toute façon. J'avais besoin d'aimer, en fait. J'avais besoin d'aimer, de me sentir aimée. Bon, donc des fois, il faisait semblant qu'il m'aimait. En fait, il m'aimait pas, c'était un jeu. Moi, je les aimais. Un schéma apparemment classique, dont témoignent aussi les lettres du proxénète Alban à la jeune Suzanne. Maintenant, mon amour, je vais te dire que je t'aime toujours et que je ne puis me passer de toi. Je t'envoie avec ce bout de papier tout l'amour que j'ai pour toi et une rafale de baisers fous. Ce qui ressemble à une belle histoire d'amour n'a en réalité rien de romantique. À 25 ans, Suzanne vit à Parthenay dans les Deux-Sèvres. Nous sommes pendant la Deuxième Guerre mondiale et la France est occupée par les troupes allemandes. Comme souvent, guerre et prostitution vont de pair. « 30 000 soldats allemands sont stationnés dans les environs de Parthenay. Comme ailleurs dans le pays, de nombreuses maisons sont réquisitionnées par les autorités et transformées en bordels réservés à la Wehrmacht. Les filles de joie de la région sont poussées dans les bras des Allemands, et celles qui y consentent sont d'ailleurs bien rémunérées. C'est le cas de Suzanne, qui travaille pour Alban. Alban. Reste. S'il te plaît. Alban. La jeune femme sait bien qu'Alban est un souteneur, mais elle pense être une exception. Car dans ses lettres, Alban lui jure un amour éternel et lui promet un avenir radieux avec lui. En réalité, il recrute des filles pour les hommes de la Wehrmacht. L'armée allemande a ouvert des maisons closes dans tous les territoires qu'elle occupe. Interdite en Allemagne, la prostitution est un important instrument de maintien du moral des troupes. Ces maisons sont des foyers de propagation des maladies sexuellement transmissibles. Les femmes y sont régulièrement examinées, principalement pour protéger les soldats. En théorie, le port du préservatif est obligatoire, et la Wehrmacht en fournit d'ailleurs gratuitement à ses hommes. Mais beaucoup de militaires préfèrent avoir des rapports non protégés. Les prostituées coupables d'avoir contaminé les soldats allemands sont passibles de prison. Laisse tomber. Pardon? Je t'ai dit de laisser tomber ça.
Suzanne finit par comprendre qu'Alban l'exploite, la manipule, et que l'argent qu'elle gagne n'est pas destiné à leur avenir en commun. Lorsque Suzanne veut le quitter, ses lettres se font menaçantes. Tu sais bien que je ne te gronderai pas si tu fais ton possible pour y arriver. Il serait préférable que nous restions en bons termes. J'espère que tu sauras comprendre de quoi il s'agit et que tu ne m'obligeras pas à prendre des sanctions. Compris ? Après une première tentative de suicide aux médicaments, Suzanne se donne la mort en absorbant du mercure. Les prostituées ont-elles tendance à projeter leurs aspirations sur leurs proxénètes? Ou leur quête du grand amour? Leur besoin de sécurité? Incarne-t-il l'espoir d'une vie normale? Ou d'une ascension sociale? Personnellement, quand je suis amoureuse, je ne peux pas coucher avec un autre homme. Il m'est arrivé d'être vraiment mordue et d'en avoir les larmes aux yeux quand je me prostituais. Je me disais, ce n'est pas possible de penser à un homme et de coucher avec un autre. Il m'est arrivé plusieurs fois de décrocher, d'arrêter momentanément la prostitution parce que j'étais amoureuse. Je me dis toujours que je reprendrai peut-être si j'ai des ennuis financiers. Je ne peux pas affirmer que c'est définitivement terminé, parce qu'on peut toujours se trouver amené à replonger dans certaines situations. Le cas échéant, il faudrait que j'en discute avec mon amoureux et qu'on se mette d'accord. Mais pour l'instant, je ne me vois pas recommencer. Quand on n'a plus besoin de gagner sa vie de cette façon, on en arrive à être gêné quand on se fait aborder. Si j'avais ma recette de la journée à faire, je serais contente qu'un client me demande une passe. Mais actuellement, je trouve ça plutôt énervant et je serais incapable d'accepter. Aujourd'hui, Felicitas est mariée et a un fils. Lui expliquera-t-elle un jour comment elle a gagné sa vie pendant des années ? Je lui expliquerai ce qu'il doit savoir de façon progressive, en fonction de son âge. En tout cas, je serai franche avec lui. Mais ça viendra avec le temps. Un petit garçon ne peut pas comprendre ça. Oui, Victoire. Je ne compte pas lui mentir, quoi qu'il en soit. Au temps du rideau de fer, Berlin-Est comptait aussi de nombreuses prostituées. C'est le cas de Gerda, divorcée et mère d'un enfant. Maman, tu retournes chez Tina ce soir? Oui. Allez, va te coucher, dépêche-toi. Déjà? Eh oui, déjà. Allez, file te coucher, vite. Oui, oui. Bien que son travail ne soit pas très épanouissant, Gerda bénéficie, comme la plupart des Allemandes de l'Est, d'un revenu stable, grâce à son poste d'aide de cuisine. À raison de 400 marks par mois environ, elle gagne suffisamment pour subvenir à ses besoins et à ceux de son fils. Le loyer coûte 35 marks. Un pain revient à 1 mark. Mais elle s'assure un confortable revenu de complément en se prostituant occasionnellement, ce qui pimente un peu son quotidien.
La RDA est alors la vitrine que le bloc de l'Est présente au monde entier. Il s'agit de prouver la supériorité du socialisme par rapport au capitalisme, y compris du point de vue des mœurs et de la morale. En 1968, le pays interdit donc la prostitution, qui est considérée comme un comportement asocial et devient passible de sanctions, notamment de peines de prison. Certaines femmes ignorent l'interdiction. Mais c'est un jeu risqué. Vous vous présenterez au bureau de la Stasi. L'adresse est indiquée. Il n'est pas rare que les services secrets utilisent ainsi leur pouvoir. La toute-puissante Stasi surveille Gerda de près. Son épais dossier est aujourd'hui conservé par le service fédéral qui gère les archives de l'ex-RDA. Et son cas n'est pas une exception. La Stasi veut recruter Gerda au titre de collaboratrice officieuse. On la menace de la jeter en prison et de placer son enfant dans un foyer si elle refuse de coopérer. Voici ce qu'on peut lire dans son dossier. Elle dit s'être rendue compte du caractère répréhensible de ses actes. Elle s'est déclarée prête à tout pour ne pas aller en prison et a confirmé cet engagement par écrit. La Stasi lui attribue un pseudonyme, Anja Heuborg. La jeune femme est chargée de questionner discrètement ses clients, notamment les hommes d'affaires venus de l'Ouest. Deux fois par an, la ville de Leipzig s'ouvre sur le monde à l'occasion de ses foires commerciales. Pour le régime, cet afflux de visiteurs internationaux est à la fois une aubaine et une menace, car il fait entrer l'ennemi de classe occidentale en Allemagne de l'Est. La Stasi forme des commandos très spéciaux composés de prostituées. Gerda fait partie des informatrices envoyées à Leipzig. Tu viens d'où? De Hanovre. C'est quoi ton métier à Hanovre? Je suis grossiste. T'es grossiste? Dans quelle branche? Chocolat, cacao. Je l'aurais parié que t'étais tout sucre, tout miel. Mais les fiches rédigées par Gerda ne sont pas à la hauteur des espoirs de la Stasi. Elle ne mentionne que les services proposés par la jeune femme et le prix demandé. Les services secrets mettent fin à cette collaboration. Lorsque Gerda dépose une demande d'autorisation pour quitter la RDA avec son fils, les autorités la lui accordent immédiatement. Une prostituée n'est pas une grande perte pour le régime. On ne connaît pas la suite de son histoire. Quel que soit le pays considéré, les femmes qui se prostituent en Europe rencontrent le même mépris, la même absence de respect. Leur réalité se situe quelque part entre soumission et liberté de disposer d'elles-mêmes, entre la recherche d'un moyen de subsistance et l'attrait du luxe. Leur contrainte, une disponibilité absolue. Comment envisagent-elles leur avenir? Difficilement. Dans 10 ou 20 ans, pour mon plus jeune fils, je voudrais éviter de répéter les erreurs que j'ai commises avec mes 2 premiers enfants. J'aimerais arrêter quand il commencera à aller à l'école. J'espère y arriver.
Comme toutes les femmes, j'ai envie de me marier, j'ai envie d'avoir des enfants, j'ai envie d'avoir une vie normale. Avoir une vie normale avec beaucoup d'argent, comme tout le monde. Enfin, mais surtout avoir une vie normale, tout simplement. Une vie normale? C'est visiblement un objectif difficile à atteindre. En attendant, y a-t-il un compromis idéal? Pour les prostituées, il n'y a pas de paradis sur Terre. L'idéal, ce serait de pouvoir quitter du jour au lendemain son métier et faire ce dont on a toujours rêvé. La vérité, c'est que toutes les prostituées veulent décrocher, et ne serait-ce qu'en raison du manque de reconnaissance sociale. On rêve toutes de vivre différemment et d'avoir un métier un peu plus respectable.